Je suis pas là pour les piéger, je leur fais croire que j'enregistre, mais j'enregistre, je garde rien. Je vends de l'attention, c'est ça ce que je vends. J'ai beaucoup plus confiance en un Elon Musk qu'en un Dario Amodei, par exemple. Elon Musk, moi j'ai l'impression de vivre d'être un contemporain de Léonard de Vinci. Le succès chez un entrepreneur, c'est un échec qui a mal tourné. Tu ne peux pas être entrepreneur si tu as plus de 3 mois de visibilité devant toi quand tu es entrepreneur. C'est que tu ne prends pas assez de risques. La mort, c'est ce qui donne du sens à la vie. 144 000 licenciements depuis le début de l'année dans la tech. 144 000. L'année dernière, 170 000. Tu as 6 fois plus de startups aux États-Unis qu'en Europe. Faites qu'ils m'aiment. C'est ça la baseline. C'est faites en sorte que les gens m'aiment. Et les gens qui disent le contraire, c'est du bullshit. C'est quoi le rapport là sur ce que tu as tourné, Rush versus Cut? Ça dure combien de temps l'émission versus le moment? C'est du 80% ou beaucoup moins? On enregistre 3 heures et je garde entre 1h30 et 2 heures. Et ça, tu mets encore vachement le nez dedans? Ouais. Enfin, je fais le dérush, quoi. Ouais. Je fais à l'arrache, quoi, tu vois. Je suis sur DaVinci, je fais mes cuts, mais je mets des marqueurs, tu vois, je mets des instructions. Et mon monteur reçoit un DRA avec des marqueurs, des cuts. Et ensuite, lui, bien évidemment, j'ai pas coupé au bon endroit, pile poil à la microseconde. Donc lui, il a compris que je voulais que ça s'arrête là, mais il va choisir exactement le bon moment. Il va faire la bonne transition. Après, il fait tout le mastering, il fait l'étalonnage, il fait la colorométrie, le générique, la musique, tout ça, je le fais pas. Ça, c'est pas bon. Ah, mais oui, je m'en doutais. Et comment tu choisis justement prêt, Rob pour cutter? Ah, ça tourne. C'est plutôt aussi à des longueurs. Mais essaye de me mettre dans la peau de l'auditeur en me disant putain là c'est chiant quoi. Ouais. C'est long. Je me coupe beaucoup moi. Ouais. Bah ouais. C'est vrai que sur Festin on t'entend moins, ouais. Okay. Mais parce que en fait j'ai besoin d'être là pour lancer le truc. Hein. Mais en fait t'as pas forcément besoin de moi pour entendre la l'amorce quoi. Donc en gros je lance une amorce. Je les mets en plus déjà ce que je fais, je triche un peu, c'est-à-dire que les 20 premières minutes, je leur fais croire que j'enregistre, mais je garde rien. Pour les chauffer? Ouais. Je leur fais parler de trucs, machin, nana, en fait, tu les mets à l'aise, machin, et je sais que je vais rien garder des 20 premières minutes. Ou alors c'est très rare, quoi. Donc, pendant 20 minutes, ils croient que ça tourne, mais ça tourne pas. En fait, pour moi, c'est pas, je garde pas, quoi. Un peu comme si on faisait là. Je me disais, c'est parti, on a commencé. Ouais, mais là, c'était l'inverse, je savais pas qu'on tournait. Robin, il monte pour la première fois en live. En live. Bravo. Parce que on a fait un premier épisode, mais on a mis 3 mois à le monter. Ah ouais. Non, par contre, là, je vais pas t'embaucher. Hein. Parce que moi, je filme le lundi, ça sort le mercredi. Hein, donc, pas le même et 2 fois par semaine. Hein, et t'as combien de cam? Bah, non, mais Silicon Carnet, tu sais, c'est... ah, pardon, je parlais mais sur le Festin. Ouais, Festin, il y a 8 caméras. Ah ouais. Non, là, c'est 6 jours de montage, un Festin. Et sur ça, t'as ta team fixe Ouais, j'ai ma team. Ah, mais J'ai 2 monteurs, j'ai Baptiste et un junior, Lucas, qui fait plus la partie short. Ouais. Donc, mais sinon, c'est Baptiste. Et le son est très compliqué sur le Festin. T'as des bruits de bouche, t'as des assiettes, t'as les couverts. Les micros sont où? Ils sont... ils ont tous... tous en micro-cravate cachée sous la chemise. Ah, ça se voit. C'est des tout petits micros grands comme ça. Ouais. Des micros de cinéma, quoi. Et c'est pour ça que les gens, tu vois, ils gueulent dans les commentaires. Ouais, ils pourraient dire merci. Mais en fait, on coupe. Sinon, tu es en train de parler, tu as un mec qui dit merci, ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire. Donc les gens, ils pensent, tu vois, ils se rendent pas compte que tout est fake. Tout est fake, en fait. Le mec, il a dit merci, mais tu l'as pas entendu. Ils sont dégueulasses, ils disent même pas merci. Mais non, faut pas mettre tous les merci. Il y a entrée plat dessert, on est 7, donc ça fait 21 merci. Je vais pas mettre 21 merci, quoi. Donc, et là, maintenant que tu es officiellement un créateur de contenu / homme des médias... Ah non, alors je suis un youtubeur. / influenceur. J'ai voulu dire que j'étais... Ah non, oui, je suis un influenceur. Influenceur. Parce que la jeune... Au début, je disais je suis un youtubeur. Et la jeune génération m'a dit mais c'est naze, youtubeur. Moi, je pensais que c'était très classe, quoi, en fait. Quoi. Non, il me dit t'es un influenceur. Et c'est pareil que c'est mieux que youtubeur. Ça dépend, Robin, il préfère les youtubeurs. Tu préfères youtubeur? Ouais, je préfère. Bah, je sais pas. Alors, non, merde, tu fais chier, quoi, en fait. Non, je sais pas ce que je suis. Ouais. Créateur de contenu.
Créateur de contenu. Ok, d'accord. Bon, Qu'est-ce je suis qui te casse le plus les couilles dans Dans ce métier dans ce nouveau rôle / job que t'as? les commentaires. C'est vrai? Ça C'est t'a ça fait le plus chiant. Ah oui, c'est vraiment plus. Ouais. Écoute, je n'arrive... Enfin, c'est-à-dire que maintenant, ça y est, je me suis beaucoup détaché de ce truc. Mais malgré tout, tu les lis et puis tu trouves toujours, toi, une part de vérité alors qu'il n'y en a aucune. Mais toi, tu dis, ah ouais, mais peut-être qu'il a raison, quoi. Tu vois donc, pourtant, je suis un grand garçon et j'ai le cuir épais, mais non, ça me fait chier à les gérer maintenant. C'est-à-dire, les lire, je m'en fous, mais il faut quand même les gérer et donc ça me fait chier. Les gérer, c'est quoi? Il faut y répondre. Bah, faut répondre, il faut les supprimer. Des fois, il y a des commentaires qui sont dégueulasses, notamment quand je reçois des femmes, j'ai des commentaires de Ça, c'est merde, faux. vraiment dégueulasses, quoi, des trucs vraiment pourris. Donc, il faut que je les vire. C'est pas agréable à lire, c'est un peu décourageant. Sur YouTube, c'est anonyme, donc forcément, les gens se lâchent beaucoup plus. Donc ça me fait chier. Pour le reste, la préparation, moi, j'aime bien parce que je suis un intello et que je suis dans mes lectures, tout ça, ça fait partie de... Maintenant, j'ai trouvé une façon de vivre en fait de quelque chose que je faisais de toute façon et de le monétiser. La partie enregistrement, c'est la récré. Ça, c'est vraiment la récré, le kiff. Après, la post-prod, ça, c'est le travail, quoi. Tu vois. Non, ce qui est chiant, c'est la distribution. En fait, les gens, ils comprennent pas. Tu as la préparation, tu as la production, c'est-à-dire l'enregistrement. Ensuite, tu as la post-production, qui est tout le montage, l'editing, etc. Ensuite, tu as la distribution, qui est la distribution du contenu. Et ça, c'est hyper chiant parce que tu manipules des fichiers qui sont relativement lourds. Donc, il faut les mettre sur YouTube, il faut trouver le bon titre, il faut trouver la bonne minia, les bons tags, la bonne description, mettre le nom des invités, vérifier que c'est le bon lien LinkedIn. Tu vois, en fait, c'est beaucoup de travail. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu mets sur LinkedIn, qu'est-ce que tu mets sur Twitter, qu'est-ce que tu mets sur Insta, qu'est-ce que tu mets sur... Donc ça, c'est la partie... Puis ensuite, à la promotion de ton contenu. Donc les shorts, les reels, pour faire savoir que annoncer la sortie de l'épisode, ça c'est chiant. Tu vois, cette partie distribution, promotion, elle est un peu chiante. Je suis en train d'essayer de la déléguer. Et puis ensuite, à la monétisation, qui est... il faut vendre ton espace, quoi. Moi, j'ai un inventaire, il faut qu'il soit vendu, quoi. Tu vois, donc je suis comme un boulanger qui fabrique des baguettes, donc il faut que et donc les gens ils me disent oui mais tu fais ça pour les vues. Bah ouais, du coup je fais ça pour les vues, bien sûr que je vends des vues, je vends de l'attention, c'est ça ce que je vends. Donc forcément si mon contenu ne fait pas de vues, je vais faire autre chose et puis je gagne pas d'argent. Donc j'essaye de faire un contenu qui soit à la fois intéressant et captivant parce que je pense que ça c'est la bonne formule que je vois pas trop en France. Il y a des gens qui font des contenus très intéressants, mais qui sont très chiants. Et puis des gens qui font des contenus très captivants, mais à la fin de l'épisode, tu es toujours aussi con qu'au début. Et moi, j'essaye, et je ne dis pas que j'y arrive, mais je pense que modestement, ce que j'essaye de faire, c'est de faire un contenu tech qui a du fond, avec en plus un angle et des perspectives qu'on ne voit pas ici, quoi, en fait, parce que je suis dans la Silicon Valley. Donc, je pense avoir un regard différent. Tu peux regarder quelque chose, mais quand tu le regardes à la jumelle, c'est pas pareil que si tu es sur la scène. Et j'essaye de le rendre captivant, c'est-à-dire de le rendre fun, de le rendre... qu'on n'ait pas l'impression d'être sur BFM ou en train de lire les échos, quoi. Voilà, c'est chiant. Et j'essaye de trouver ce bon mix-là en faisant avec une bande de potes qui sont ce que j'appelle mes sociétaires, comme à la Comédie Française, qui sont des gens qui m'entourent et avec qui j'ai plaisir à rencontrer. En fait, c'est des gens avec qui je fais des émissions régulièrement. Vous avez eu Pierre, par exemple, le professeur. C'est mes buddies. Alors les gens me disent ouais mais ça fait le PMU qui a fait du commerce. Peut-être, ok. Et les gens me disent ouais mais je comprends pas pourquoi lui il fait partie du truc. En fait ça c'est très drôle. C'est un conseil qu'on m'avait donné, c'est que Loïc Lemer à l'époque m'avait donné. Les jeunes ils savent pas qui c'est, mais il m'avait dit n'essaye jamais de rentrer dans la mafia de quelqu'un d'autre. Il faut toujours créer ta propre mafia. Et donc les sociétaires, mon groupe c'est notre mafia. Et personne ne sait quels sont les critères pour entrer dans cette mafia.
C'est pour ça que c'est une mafia. Donc les gens ils disent oui, mais moi je suis plus intelligent que lui, donc c'est pas un critère d'argent, c'est pas un critère de diplôme. En fait, tu sais pas. C'est quoi les critères? Tu sais pas. Pourquoi est-ce qu'il y a Valorant? Je sais pas. Pourquoi il y a le professeur? Je sais pas. Il n'y a pas de critères. Et donc en fait, il y a simplement des gens qui regardent. Et moi, ce que j'adore penser, c'est que les gens qui me détestent, parce qu'il y en doit y en avoir certainement, se disent en fait, j'en fais pas partie. Bah, t'en fais pas partie. Et ça me plaît énormément. C'est qui les gens qui te regardent? Bah, tout le monde, enfin, dans le domaine de la tech, moi, j'ai les chiffres. Mon audience, c'est 70% de mon audience est française, en France. Le reste, c'est des expats dans le monde entier. 77% de cette audience française est à Paris, Paris-Île-de-France. 93%, c'est des mecs. 93%. Bon, après, il paraît que les hommes-femmes sur YouTube, c'est un peu biaisé. Parce qu'il paraîtrait parce que quelqu'un de YouTube m'a dit, en fait, les femmes utilisent les comptes de leurs mecs pour pas être emmerdées sur YouTube. Ou alors parce qu'ils ont un seul compte premium ou un truc comme ça. Oui, Donc, après, bon. Mais c'est une grande majorité de mecs qui ont entre 35 et 55 ans. Donc, c'est des décideurs dans le domaine et qui s'intéressent au monde de la tech, de l'économie, de la société et du progrès et de la technologie. Donc, c'est une cible qui est très, très compliquée. C'est pour ça que j'ai pas mal d'annonceurs et que j'ai un CPM qui est relativement élevé. Parce que souvent, il y a des annonceurs qui me disent « Oui, mais vous êtes au-dessus du prix du marché. » Bah, bonne chance pour cibler ces gens-là, pour qu'ils t'écoutent. Moi, 80% des gens qui écoutent Silicon Carnet ont écouté un autre épisode de Silicon Carnet dans les 30 jours précédents. Donc moi, j'ai une audience de followers. C'est un rendez-vous. Et j'ai 20% de ma base qui se renouvelle avec de nouveaux auditeurs, de nouveaux arrivants. Donc j'ai une relation, je pense, de gens qui suivent. Et puis parce que je pense qu'on apporte quand même énormément de fonds à ce qu'on fait. Je pense qu'il y a aussi des gens qui m'aiment pas forcément ou qui aiment pas un de mes sociétaires, mais qui sont obligés de regarder. Parce que il y a je pense, très honnêtement, je pense que ce qu'on dit dans Silicon Carnet est intéressant. En tout cas, on travaille vraiment pour que ce soit, et essayer d'apporter une lecture qui soit pas franco-centrée, mais qui soit pas non plus américano-centrée. Je fais toujours en sorte d'avoir 2 Français qui vivent aux États-Unis et 2 Français qui sont en Europe, en France. Et d'essayer de confronter ce qui se passe dans la Silicon Valley avec ce regard croisé entre la France et les États-Unis, le faire en français. En fait, moi, j'ai un moat qui est énorme parce que tu as plein de podcasts français qui parlent de la Silicon Valley, mais qui ont peut-être jamais foutu les pieds et qui regardent le truc à la jumelle et qui disent beaucoup de conneries. Tu as plein de podcasts américains qui parlent de la Silicon Valley, qui sont sur place et qui disent des choses super intéressantes, mais qui le disent en anglais. Mais c'est pas tellement le problème de l'anglais, c'est avec des références culturelles qui sont incompréhensibles pour des Français. Et donc moi, je fais un truc en français depuis la Silicon Valley. Donc, grosso modo, si tu veux faire la même chose que moi, il faut que tu viennes t'installer à San Francisco. Et puis, ça suffit pas de s'installer, parce que moi, ça fait maintenant 16 ans que j'y suis. Donc, il faut comprendre aussi les choses sur place. Et puis, il faut que ça rémunère suffisamment pour que tu puisses y vivre aussi, quoi, en fait. Je me demandais ton feed Instagram, là. Ouais. C'est un feed français ou c'est un feed américain? Le feed Instagram de Silicon Carnet, c'est intéressant parce que... Ouais, le tien, là, maintenant, si tu ouvrais Insta. Ouais. Non, c'est que américain. Parce que l'algo, c'est que tu habites aux États-Unis, donc c'est que de l'américain. Ouais. Et puis parce que moi, je suis, pour mon travail, je suis essentiellement, je suis quelques Français, mais très très peu. Je suis que si tu ouvres mon X, Twitter, c'est qui est vraiment l'endroit où je vais chercher de l'information et essayer de prendre des analyses, c'est que de l'américain. Non, je pense que c'est vraiment ça mon boulot, quoi. Tu vois, c'est d'avoir les doigts dans la prise dans la Silicon Valley et d'essayer de comprendre ce qui s'y passe et de le restituer pour que des Français le comprennent. Et c'est pas le traduire, c'est pas une question de traduire en français, quoi. Et puis parce que en plus les Américains, ils ont une vision des choses qui n'est pas forcément la bonne, auquel on n'adhère pas, quoi. On a un système de pensée, un système de valeurs qui est très différent, mais sauf qu'on les interprète, en fait, on essaye d'interpréter avec notre système de valeurs ce qu'ils font et on se trompe parce que ils ne sont pas du tout sur le même système de valeurs que nous.
pas du tout. Ils n'ont pas du tout la même approche du business, de la société, de la technologie, de la politique que nous, quoi. C'est pas du tout les... ils viennent de Mars et on vient de Vénus, quoi. C'est à peu près la même chose, tu vois. Je pense que les gens ne se rendent pas compte du décalage, en fait. Moi, c'est ça qui me... On me dit souvent, tu fais du French bashing. Par exemple, ça, c'est un truc qui me fait énormément chier. Ça te touche. Ça me fait beaucoup de mal. Ouais. Ça, c'est peut-être le truc le plus douloureux à entendre. Alors, tu n'es pas patriote. Alors déjà, je leur dis, ça dépend parce que parce que je suis américain, hein, donc à la limite, je suis peut-être très patriote justement, quoi, en fait. Les États-Unis, c'est aussi mon pays. J'ai la double nationalité française et maintenant américaine. Mais si je m'emmerde quand même à faire ça et de montrer ce décalage, d'essayer de faire comprendre cette différence culturelle, j'essaye de le faire parce que je pense que c'est utile, que c'est nécessaire, parce qu'on est quand même tous dans le même bateau, quoi. Et qu'on est... soit on hérite de certaines choses qui sont faites aux États-Unis et qui sont géniales, mais on peut en être aussi les victimes. Donc il est intéressant quand même de comprendre nos alliés ou nos ennemis selon l'endroit où tu te places sur l'échiquier. Donc c'est ça ce que j'essaie de faire. Donc quand on me dit que je tape beaucoup sur la France, moi j'ai pas l'impression. De toute façon, moi je suis pas là pour lire des communiqués de presse. Je suis là pour confronter l'information. Je tape sur Anthropic, je tape sur OpenAI toutes les semaines, je tape sur Mistral également, c'est vrai. Parce que moi, mon boulot, c'est de lire ce que ces gens-là disent, d'essayer de comprendre ce qu'ils voudraient qu'on pense et de challenger leur message. Et d'essayer de comprendre quelle est la petite histoire derrière ou quel est le truc qu'on ne pige pas, en fait, quoi. Et peut-être que, d'ailleurs, moi-même, je pige pas, mais en tout cas, je fais ce travail d'investigation. Par exemple, je sais qu'en France, Dario Amodei est une sorte de dieu vivant qui serait là pour sauver l'humanité du péril de l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est pas du tout le cas, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que le mec est aussi dangereux que un Sam Altman. Je pense que le seul mec sain et bon dans cet écosystème, c'est Arthur Minge. Et je pense que d'ailleurs, c'est le problème. Même pas un Demis Hassabis Demis Hassabis, il a déjà vendu son âme au diable. Il fait partie de Google, quoi, en fait, quoi. Donc, mais oui, c'est un mec que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un... À choisir entre les trois, je pense que... mais pour moi, Demis Hassabis, il fait pas partie il fait déjà partie des big players. Mais j'ai plus confiance. Je sais que ça va se choquer, puisque je sais que c'est l'homme le plus détesté de France. Mais j'ai beaucoup plus confiance en un Elon Musk qu'en un Dario Amodei, par exemple. Pour passer mon temps à vraiment essayer de décortiquer ces personnages, leur psychologie et ce qu'ils font au quotidien, aujourd'hui, je pense que Elon Musk est habité par... Alors, ça veut pas dire qu'il est dangereux. Le problème avec Elon Musk, c'est qu'il n'y a pas de plan B. C'est ça le problème. Donc, si le mec a raison et qu'il fait ce qu'il dit, c'est génial. Sauf que comme il se plante souvent et qu'il a régulièrement tort... Et le problème, c'est qu'il annule tout autre plan B, et donc là, on est peut-être dans la merde. Donc c'est ça. Mais sinon, le mec est très très impressionnant. Elon Musk, moi, j'ai l'impression d'être un contemporain de Léonard de Vinci ou de je sais pas, de Copernic, des choses comme ça. Je pense qu'on a une chance incroyable de vivre, d'être les témoins d'un personnage comme ça. Et je pense qu'aux États-Unis, il est pas aimé non plus, mais il y a énormément de respect pour ce qu'il fait, quoi, en fait. Les gens sont très, très impressionnés. Il rentre en bourse le jour où d'abord le jour de son anniversaire, ce qui est... Tu vois, toi, pour ton anniversaire, je sais pas, tu vas t'acheter un gâteau, quoi, tu vois ce que je veux dire. Lui, il se paye une IPO. Ouais, quelques milliards, du coup. Ouais. Et je sais même pas, il fait pas du tout ça pour l'argent, mais... Surtout, le jour de son entrée en bourse, sa fusée, Falcon 9, fait son 200e retour sur Terre. C'est fou. Mais, enfin, je vais dire, qu'est-ce que tu dis, quoi ? Quand j'entends des gens, oui, mais il n'est pas très gentil. C'est pas son boulot d'être gentil, quoi.
pas une pizza, Elon Musk. Il n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde, quoi, en fait, quoi. Donc, non, je pense que on vit une époque absolument incroyable. Elle est peut-être terrifiante. Je comprends aussi qu'elle soit terrifiante, mais moi, je suis un révolutionnaire, hein, donc je pense qu'on est dans une période où les cartes vont être redistribuées, que le chaos va être généralisé, et que si on veut changer la société, ce changement ne peut se passer que par le chaos. Game of Thrones, Chaos is a ladder, Littlefinger, dernier épisode. Tu nous souhaites à long terme. Je souhaite la mort de personne, mais je pense. Non, pas la mort. Mais je pense qu'on un petit Mélenchon, un petit Le Pen créerait un chaos qui peut. Ah, alors je sais pas. Là, je parle pas de ces gens-là, mais je pense que si on parle de la politique française, je pense que tout le monde a compris aujourd'hui que la France ne pouvait pas se réformer de façon parlementaire. C'est impossible. On le voit bien. Ça ne passe pas. Macron n'y est pas arrivé. Regarde les conversations qu'il y a à l'Assemblée nationale. Ces gens-là ne peuvent pas s'entendre. Ils ne veulent pas s'entendre. Donc on ne réformera pas la France de façon parlementaire. Donc il reste 2 voies possibles. Et en plus, historiquement, la France ne s'est réformée que par la Révolution. Que en faisant des révolutions. Donc bon, après, l'histoire ne se répète pas toujours. Mais il reste 2 voies possibles. Il reste la faillite, qui fait que il n'y a plus de thunes. Donc, on peut gueuler ce qu'on veut, quoi. En fait, le FMI nous met sous austérité, sous une politique d'austérité, et donc on est obligé de faire les changements qui s'imposent, parce qu'on n'a plus les moyens de faire. Et puis la deuxième possibilité, c'est la révolution, quoi. Faillite ou révolution? Si on veut réformer les choses. Mais alors, je sais bien, hein, il y a des gens qui vont nous faire croire que non. Et moi aussi, j'aimerais bien penser, hein, encore une fois, j'aimerais bien que ce soit possible autrement. Mais là, je vois pas. Je pense que ça fait un bout de temps qu'on rame, là, quand même, quoi. En plus, avec l'IA, ça risque d'être accéléré aussi, ce genre de choses. Voilà, avec l'IA, en plus, on a une solution, enfin une technologie là qui risque d'accélérer beaucoup de choses. À moins qu'on fasse une objection de conscience, hein, ce que visiblement beaucoup de gens en France sont en train de faire. Vous avez vu la tribune dans Le Monde où tu as 150 intellectuels, c'est beaucoup 150 intellectuels. Foutez-les dans une pièce, vous allez voir, hein, ça fout du bordel. Hein. Invitez-les au resto, vous verrez si vous avez envie de payer l'addition. Ça fait du monde. Et eux, ils nous demandent de faire une objection de conscience par rapport à ça. Oui, mais dans un marché globalisé aujourd'hui, c'est difficile de faire une objection de conscience purement française. Et puis en plus, moi je pense sincèrement, et tu parlais de Demis Hassabis, que l'IA va permettre peut-être de soigner le cancer ou des choses comme ça. Donc faire de l'objection de conscience sur cette technologie c'est peut-être tuer des gens. Si on n'investit pas sur ce truc-là, ça veut dire que la recherche n'ira pas aussi vite qu'elle devrait aller. Et j'ai mon très bon pote Olivier Goy qui atteint de la maladie de Charcot, qu'on connaît tous. Lui, ça le fait pas marrer, quoi. Quand il voit des médicaments qui sont pas remboursés en France parce qu'on a inscrit le principe de précaution alors qu'ils sont remboursés dans d'autres pays et que lui, il n'a pas accès à ces soins-là. Quand il voit Neuralink et avec des patients qui retrouvent la parole et que lui, il n'y a pas accès, le refus de la technologie. Alors, je veux bien croire que ça fait griller les data centers et que c'est pas bon pour la planète et la grenouille de Châteauroux, mais merde, quoi. Au bout d'un moment, je pense pas qu'on puisse se faire contre le progrès. Moi, je veux bien qu'on dise ça, mais moi, je voudrais que les gens, ils aillent en face de Olivier Goy, quoi, en fait, et qu'ils lui disent ah non, tu sais, le progrès, c'est pas bien, parce que on va peut-être perdre des boulots et puis que pour la planète, machin, tout ça. C'est pas facile, hein, tu vois. Enfin, je pense que... Et je vois en France un peu cette logique un peu de décroissance de cette petite musique où on essaye de... L'arbalète vient de sortir et les mecs qui sont avec des arcs et des flèches nous expliquent que l'arbalète, quand même, c'est chiant, quoi. Et que si on pouvait rester avec l'arc et les flèches, avec les arcs et les flèches, ça serait mieux. Et je pense que les mecs, hein, quand ils étaient sur le champ de bataille avec leurs arcs et leurs flèches et qu'ils ont vu débarquer des mecs avec des arbalètes,
Je crois que d'ailleurs, historiquement, je me demande même s'il n'y avait pas eu un truc du pape qui avait demandé à ce que l'arbalète soit interdite. Je crois bien. Hein. À l'époque où l'arbalète est sortie, une encyclique ou un truc comme ça. C'est possible. Hein. Et à vérifier, mais il me semble bien qu'il y avait eu un truc comme ça. Mais voilà, donc c'est pas possible. Hein. Quand l'arbalète est sortie, bien évidemment que tout le monde s'est équipé avec des arbalètes, quoi. Tu vois pas les mecs qui arrivent pas sur le champ de bataille, on aurait pousse nous parce que nous on nous a dit pas d'arbalète. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc non. Donc je pense que voilà, ça me gêne un petit peu. Je pense que je vis dans un pays où alors peut-être je ne suis pas en train de faire l'apologie des États-Unis, mais c'est vrai qu'ils ont ce mythe de la frontière, de fait de repousser sans cesse les limites des choses. Et quand je viens en France, j'ai l'impression que on est dans un pays de la préservation. Je suis choqué par on préserve tout. On préserve l'environnement, on préserve les acquis sociaux, on préserve la bonne bouffe, on préserve, tu vois, on veut préserver en fait les choses. Et à force de préserver, la meilleure façon de préserver, c'est de congeler. Et quand on a congelé quelque chose, ben les molécules se figent, comme dans un glaçon, et elles ne bougent plus. C'est en ça que je disais chaos is a ladder, en fait. C'est parce que quand tu fais fondre le glaçon, les choses bougent. Ce qui était en haut peut-être tombe en bas, ce qui était en bas s'évapore et monte. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un mouvement. Et je comprends, et je pense qu'on vit trop bien. C'est ça le problème. Un jour, je vais en vacances en Toscane, je parle avec un Italien, et je lui dis, mais vraiment, c'est magnifique la Toscane. Et il me regarde et il me fait, bah oui, c'est le problème. Je lui dis, comment ça, ça change. C'est magnifique. Mais c'est tellement beau qu'on ne peut rien changer. Et nous, à vivre, c'est... Vous venez, vous regardez, oui, c'est beau, quoi, tu vois. Mais pour nous, on est figé. On ne peut plus rien faire. Quand j'arrive à Paris, je trouve tout beau. Je trouve tout magnifique, c'est superbe. Je comprends qu'on ait envie de le préserver. Hein. Quand on a un truc aussi réussi. Mais le problème, c'est que le monde, il avance. Et il avance sans nous. Et je pense qu'on n'a pas envie de faire le deuil de certaines choses. Peut-être, on a peut-être raison, quoi, en fait, pour certaines choses. Sauf qu'on l'a généralisé. C'est-à-dire qu'on dit, ben, on n'est pas capable de dire, bon, bah, ça, il faudrait peut-être arrêter. C'était bien, mais bon, c'est plus d'actualité, il faut le changer. Ça, par contre, on a besoin de le garder, etc. Et donc, du coup, bah, on dit, il faut que rien ne change. C'est facile. Hein. Tu crois que c'est les Français ou c'est plutôt les dirigeants? Parce que je pense qu'il y a quand même il y a des Français qui ont envie que ça bouge, qui cherchent à ce que ça bouge. Et on peut trouver une forme d'équilibre, je pense. Il y a des choses qu'on a envie de garder et qui sont intéressantes à garder. Mais tu vois, j'ai l'impression que des fois, les dirigeants vivent dans un passé où la France était la grande puissance. Et en fait, on n'arrive pas à accepter ce qu'on est aujourd'hui et du coup, faire les réformes qu'il faut. Mais au bon niveau, en fait, justement, pour pouvoir préserver les choses qu'on a envie de préserver. J'ai pas l'impression que ce soit tous les Français. Bien sûr, c'est tous les pas dirigeants, tous les Français, mais je te prends un exemple, les retraites. La majorité des Français ne veulent pas qu'on touche aux retraites. Bon, donc c'est pas tous les Français, mais je pense qu'il y a une majorité de Français et quand on explique aux gens dans la Silicon Valley, les gens sont persuadés qu'ils vont vivre 150 ans. Hein. Je sais pas si ça va être le cas, mais eux sont persuadés. Hein. Moi, j'ai un pote qui bosse chez Google, à la division santé de chez Google, notamment avec dans l'équipe de Google, de DeepMind. Il me dit, Carlos, t'as 53 ans. J'ai 53 ans. Et moi, j'ai fumé, j'ai picolé, je suis pas un grand adepte du sport, comme vous pouvez le voir, en fait. Il m'a dit, il faut vraiment que tu tiennes 5 ans. Ne meurs pas dans les 5 prochaines années. Parce que si tu passes les 5 ans, nous, on sait que... Ça va arriver, quoi. Il va se passer quelque chose. On y est, quoi, en fait, quoi. Tu vois, donc, il faut pas que tu meurs dans les 5 ans. Allez, 10 ans. Max. Donc, eux, ils sont persuadés de ça. Donc, quand tu as des gens qui sont persuadés qu'ils vont vivre 150 ou 200 ans, tu leur dis, nous, on va à la retraite à 60 ans. C'est débile. C'est comme si tu voulais aller à la retraite à 30 ans. Ça n'a aucun sens. Et puis, si on vit 150 ans, si jamais ils ont raison,
comment on paye? Comment on paye quand, en fait, tous ces gens-là? Et il suffit de regarder la démographie, notre pyramide démographique, pour se rendre compte qu'on a un putain de problème, quoi. Donc, tu vois, je dis pas que ce soit tous les Français, mais une majorité des Français ne veulent pas qu'on touche à ça, mais en même temps, ils n'ont pas compris le monde dans lequel on se dirige. Quand on parle, par exemple, d'une économie de l'abondance, je pense que les gens, ils comprennent pas. Ils savent pas ce que ça veut dire, quoi, en fait. Ils voient les robots comme un remplaçant. En fait, pour avoir l'économie d'abondance, et même, tu parles des 150 ans, il faudrait que ce soit aussi général. Le problème, c'est que, en fait, est-ce que ça va être seulement une élite qui va avoir accès à ça? Tu vois, je pense qu'il y a pas mal de questionnements et la transition va être compliquée Ouais, avant qu'on y arrive. Moi, je pense que le vrai risque, on n'empêchera pas le progrès. De toute façon, on n'a jamais pu empêcher le progrès. Donc ça, c'est sûr. Faut l'anticiper. En revanche, ce qu'on peut essayer d'éviter, c'est la concentration des richesses et du pouvoir. La vraie menace, elle est là, en fait. C'est que on soit dans une économie, on l'est déjà, hein, d'ailleurs, dans ce qu'on appelle aux États-Unis K-shaped. C'est-à-dire, en gros, c'est les pauvres ont de moins en moins de pouvoir d'achat, les riches ont de plus en plus de pouvoir d'achat. Donc, le problème, si tu veux, c'est pas que Bernard Arnault soit milliardaire. J'en ai rien à foutre que Bernard Arnault soit milliardaire. Tant pis, je pense que s'il l'est, il le mérite peut-être. On sait rien, je connais pas son histoire. Le problème, c'est l'écart. L'écart, tu vois, qui est problématique. Et tu vois, par exemple, l'Asie, qui est très confiante dans le progrès, ils ont des écarts entre les riches et les pauvres, mais ils sont pas dans un K-shape, c'est-à-dire que les deux courbes montent. Il n'y en a pas une qui descend et l'autre qui monte. Et les deux courbes montent. Et donc, nous, on n'a pas ça. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir eu une politique plutôt sociale, d'essayer de baser sur la redistribution. Et pourtant, les écarts continuent d'augmenter. C'est ça qui. Le problème, c'est pas que les gens soient riches. Le Le problème, c'est qu'il y ait des gens qui soient pauvres, quoi, en fait, quoi, qui Et de plus en plus pauvres. Et de plus en plus pauvres. Je voulais qu'on parle un peu de early stage et de 0 à 1. J'ai plusieurs questions, mais la première, c'est qu'est-ce qui change aujourd'hui dans le profil type de l'entrepreneur qui réussit aux États-Unis, et qu'est-ce que ça peut nous inspirer à nous ici? J'ai plein de choses à vous raconter là-dessus. Mais l'entrepreneur qui réussit, par définition, un entrepreneur, ça ne réussit pas. C'est pas fait pour réussir, un entrepreneur. C'est fait pour essayer, tenter des choses, et j'ai l'habitude de dire que le succès chez un entrepreneur, c'est un échec qui a mal tourné, quoi, en fait, quoi. C'est donc et en cela, d'ailleurs, Elon Musk est un bon exemple. On parle tous des succès d'Elon Musk, mais on voit pas pour une chose qui marche, il y en a 9 qui merdent, hein, quoi, qui foirent. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer chez. Mais tu vois, j'insiste là-dessus parce que c'est un truc, tu vois, une différence que je vois justement entre les entrepreneurs de la Silicon Valley ici. Je vais pas donner son nom, mais à midi, je mangeais avec un entrepreneur et il me disait, je veux lever 2 millions. Et je discutais avec lui, je suis comprendre pourquoi tu voulais lever 2 millions. Fin du repas, il n'a pas du tout besoin de lever 2 millions. En fait, il veut de lever 2 millions pour se donner du temps, pour s'offrir un petit peu de sécurité, pour se dire que se créer du confort. Mais l'entrepreneuriat, c'est sacrificiel. On en avait parlé quand j'étais venu, etc. Ça ne peut pas être autrement. Tu ne peux pas être entrepreneur. Si tu as plus de 3 mois de visibilité devant toi quand tu es entrepreneur, c'est que tu ne prends pas assez de risques. Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, jusqu'à encore peu, avait 3 mois de trésorerie devant lui, en faisant déjà des milliards de revenus. Il dit à ses équipes, j'ai des potes qui bossent chez NVIDIA, il me dit, mais il y a encore 2 ans, il nous disait, les gars, on a 3 mois à vivre. NVIDIA. Ouais. Donc si toi, tu es un mec qui débute avec ta petite start-up à 4-5 et tu dis, les gars, on a 18 mois, quoi, c'est qu'il y a un truc que tu fais pas bien, quoi. Toi, c'est que tu risques pas, ou alors que tu as filé du capital comme un con, quoi. Donc, je pense que, en tout cas, dans la Silicon Valley, les gens acceptent le sentiment de mort imminente. Et qu'il n'y a que ce sentiment de mort imminente qui te permet d'avancer. On parlait de vivre 150 ans et 200 ans. Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
La mort, j'en parlais avec Olivier il n'y a pas longtemps, qui malheureusement il s'en approche inéluctablement, parce que je ne pense pas qu'on trouve un remède à la maladie de Charcot d'ici là. La mort, c'est ce qui donne du sens à la vie. S'il n'y a pas cette échéance-là, pourquoi tu te lèves le matin? Et quand tu es entrepreneur, c'est exactement la même chose. Donc la seule différence, c'est que tu peux créer les conditions de ta mort. Formidable. Tu peux même décider quand est-ce que tu peux mourir. Mais tu dois mettre cette échéance-là à court terme. Sinon, tu te lèves pas, sinon t'as pas la niaque, t'as pas la hargne, etc., etc. Et donc, quand j'entends parler de work-life balance ou des trucs comme ça, mais de quoi tu me parles, quoi, en fait? Tu veux parler de work-life balance à Olivier Goy, qui mange du truc liquide, de la bouillie, qui peut pas aller aux toilettes, etc. Enfin, tu vois. Donc non, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et d'ailleurs, dans la Silicon Valley, moi, je vois les mecs, ils maxent leur crédit card. Tu vois, ils se mettent dans des situations personnelles d'endettement parce qu'ils y croient, quoi, tu vois, et qu'ils se disent, il faut que... j'ai un pote, il est ukrainien. Il me dit, si ma boîte marche pas, je rentre en Ukraine. Mais au front, Et je vais au front, quoi. Donc, tu vois, sa volonté de réussir... elle est dictée quand même par des choses. Donc c'est important d'être dans cet état d'esprit-là. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas donné à tout le monde. Si tu n'acceptes pas cet inconfort, ce sacrifice et cette nécessité de vivre dans le sentiment permanent de mourir demain, ce qui peut d'ailleurs rendre fou, hein, il faut surtout pas faire ce travail-là parce que sinon, tu fais un stage entrepreneur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça a le goût de l'entrepreneuriat, ça a la couleur de l'entrepreneuriat, mais c'est pas l'entrepreneuriat. C'est du Canada Dry, quoi, en fait, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que malgré tout, entreprendre, ça coûtait un peu d'argent, quoi. Ça coûtait? Ouais, oui. Ouais, bah. Moi, quand j'ai créé ma première boîte, quand on voulait faire du logiciel, il fallait au moins 5 millions. Et parce qu'il fallait tes équipes, il fallait que tu développes tout, il n'y avait rien en open source de disponible. Quand tu avais besoin d'un service, par exemple payé en carte bleue, il fallait que tu développes ton service, tu n'avais pas d'API avec des SaaS que tu pouvais utiliser, tu n'avais pas de cloud, il fallait que tu montes tes propres serveurs, que tu les maintiennes. Bref, ça coûtait des millions. Le cloud est arrivé, l'open source s'est généralisé, le SaaS est arrivé, et ce qui valait 5 millions valait 500 000. Et puis aujourd'hui, on est à du vibe coding et à du no-code, et ce qui valait 500 000, aujourd'hui vaut 50 000. Et je pense que si on continue, moi j'ai développé une application pour mes partenaires, mes sponsors, pour qu'ils suivent en temps réel, ça fait des graphes incroyables, ça leur dit votre campagne va bientôt arriver à terme, avec tous les machins. J'ai tout vibe codé moi-même, je suis sur Cloud Code, et ça m'a coûté aussi mes 200 balles de Pro Max, quoi, mais voilà, donc ça coûte que dalle. Donc le coût de création, de mise en œuvre de ton idée, elle tend inexorablement, et ce n'est pas nouveau, depuis déjà 30 ans, vers zéro. Et c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur moment pour entreprendre. Et quand les gens disent il va y avoir plein des gens vont perdre leur boulot, je pense aussi que c'est pas le cas. Je pense que les gens vont se dire c'est le moment, tu vois, j'avais une idée, j'avais jamais le temps de le faire, et là je peux le faire, et j'ai pas à aller demander de l'argent à droite à gauche, à attendre qu'on m'en donne, etc. Je peux tout de suite créer quelque chose et passer de l'idée à la réalité en l'espace de quelques jours. Et je pense qu'il y a plein de gens, et je le vois aux États-Unis, il y a eu 144 000 licenciements depuis le début de l'année dans la tech. 144 000. L'année dernière, 170 000. Donc il y a beaucoup de monde qui ont été licenciés sur ces 18 derniers mois. Parmi ces gens-là, quelques-uns ont retrouvé du boulot ailleurs, dans le monde de la tech, mais peu. Une autre partie est partie travailler pour des secteurs plus traditionnels, et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est des secteurs qui, historiquement, avaient énormément de mal à recruter ces profils-là. Tu vois, les secteurs de l'industrie, des choses comme ça, qui maintenant ont un pool. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les offres d'emploi, elles, continuent d'augmenter parce qu'il y a du... voilà. Et il y en a une autre partie qui se sont dit, je vais monter ma boîte. Et ça, je le vois pas en France aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas à virer les gens.
Les gens ne sont pas sur le carreau. Donc, aux États-Unis, bien évidemment, et encore une fois, la société est rude, horrible, difficile, quoi, tu vois, bah, t'as pas le choix. C'est-à-dire t'as pas de filet de sécurité. T'es viré, soit tu retrouves un autre boulot, soit tu changes de secteur, soit tu montes ta boîte. Et tu fais du chiffre vite. Et tu fais du chiffre vite parce que t'as les échéances, parce que t'as maxé ta carte de crédit, et que tu vis à crédit. Il y a un autre chiffre qui est très intéressant. Aujourd'hui, tu as 6 fois plus de startups en ce moment aux États-Unis qu'en Europe. Le nombre, 6 fois plus. Parce que tous ces gens-là qui ont été virés ont remonté un truc. Ils n'ont pas inventé quelque chose de nouveau. Ils se sont dit, vous m'avez viré, mais je connais le business comme ma poche. Et vous êtes en mode AI forward, mais moi, je vais venir vous disrupter en mode AI native. C'est-à-dire que je vais créer, en fait, mon truc pour aller... Parce que dans le job, là, dans la boîte que vous m'avez viré, vous avez une ligne de business qui, je sais, est assez faible, mais qui représente de la thune. Et je vais l'attaquer. Et vous, le temps que votre gros paquebot, que vous fassiez le virage, moi, je vais monter en mode AI native, tu vois, et je vais aller vous niquer cette ligne de business et je vais vous la prendre en mode AI native. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et le nombre de solopreneurship est en train d'exploser aux États-Unis. À la fois AI native et non-AI native. Donc les gens sont en train de recréer leur boîte. Donc on est dans une situation en ce moment où il y a 6 fois plus de startups, de boîtes créées aux États-Unis qu'en Europe. Pourquoi ? Parce que le glaçon. Encore une fois, c'est figé, j'ai mon boulot. Et puis, moi, je le vois bien. Ma fille, elle est en train de faire un stage à Paris en ce moment. T'as pas de CDI, tu peux pas louer, quoi, en fait. Enfin, c'est toute la société qui est comme ça, quoi, quand tu es freelance et que tu gagnes très bien ta vie, c'est galère de louer, impossible d'acheter. Alors là, elle va faire un master à New York. Alors, c'est très cher à New York, mais tu peux louer. Hein. C'est juste qu'il te faut un garant qui garantisse 80 fois ton loyer. Combien ? 80 fois. Tu prends le loyer multiplié par 80. Donc voilà, mais c'est possible. Tout le monde peut louer. Hein. T'as un mec qui vient, il dit, bah moi, j'ai personne 80 fois. Bah sinon, il y a des sociétés qui se portent garant pour toi. En fait, ça te coûtera 1 mois de loyer par an. Donc voilà, la société est organisée. Donc je comprends aussi, hein, mais sauf qu'en France, il n'y a pas ça. Donc les gens, ils ont besoin de garder leur CDI, ils ont besoin de rester dans leur truc. Et puis, comme on les paye mal, ils ont des tickets restaurants pour bouffer. J'ai ma deuxième fille qui fait un stage. D'ailleurs, je le balance, en fait, au crayon chez mon pote Valran. Il le paye une misère, en fait. C'est moi qui suis obligé de subvenir aux moyens de ma fille. Mais elle a des tickets restaurants, donc au moins, elle peut manger à midi. Elle va à Monoprix acheter son plat à 7 €. Ce qui est très bien. Mais donc on est dans cette situation-là et donc il y a un autre chiffre qui est très intéressant chez YC, ce qu'on voit en ce moment, c'est que les boîtes qui rentrent chez YC font 2 fois plus de chiffre d'affaires que les boîtes précédemment au moment où elles rentrent et ont en moyenne 4 fois moins d'effectifs. Donc il se passe quelque chose, les gars, quoi, en fait. On a des gens qui ont entrepris, qui sont en mode AI native, qui rencontrent beaucoup plus vite le marché, leur product market fit, qui génèrent du revenu et qui n'ont pas, et il y en a beaucoup plus. Donc effectivement, quand tu regardes ça de loin, tu te dis, bah ok, super, donc il y a plein de monde qui va tomber sur le carreau. Non, il y a plein de gens qui montent leur boîte. Et ils sont pas tout seuls. Ces gens-là ne sont pas isolés dans le Connecticut ou en Pennsylvanie ou un truc comme ça. 60% de ces boîtes solopreneurs sont dans des accélérateurs. Donc on a des solopreneurs les uns à côté des autres, avec des micro-équipes, mais ils ne sont pas isolés. Sauf qu'ils sont dans des sortes d'essaims, tu vois, un peu comme ce que vous construisez là, qu'en fait, c'est des essaims, et qui s'échangent, tu vois, des bonnes practices, et qui s'entraident, etc. On en parlait tout à l'heure, mais l'IA a réglé un des 2 gros problèmes d'entrepreneur qui est comment je fais ce que j'ai promis, comment je construis ce que j'ai promis. Le deuxième qui est comment je le distribue, on l'a pas encore craqué, donc ça devient l'enjeu numéro 1. C'est quoi les tendances, c'est quoi les gros changements sur la distrib que tu vois sur le 0-1 en early stage? Alors, la distrib, vous l'avez pas réglé en France. Et donc c'est les réglé aux États-Unis? Parce que le marché est tout petit. Et que quand même en France,
Bon, là aussi, on va dire, je fais des généralités, bien sûr. Ok, je fais une généralité et je caricature juste pour que on comprenne. Je grossis le trait, quoi, en fait. Mais en France, pour faire du business avec quelqu'un, il faut que cette personne te connaisse. Il faut créer une relation. Ce que tu disais, Stéphane. Un tutu personné. Ouais. Je vais pas dire qu'il faut être invité à la communion de la gamine, quoi. Mais Il y a un lien qui doit pas être loin. créé. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on devienne amis. Enfin, qu'on ait en tout cas une relation. Une relation de confiance. de confiance, connaissance, etc. ouais, sûr. Pour faire du business. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Transactionnel. On fait d'abord du business, et parce qu'on fait du bon business ensemble, On devient pote. on sera peut-être potes. Ok. Parce qu'on a un intérêt commun, qu'en fait, etc. Alors, du coup, je préfère, si j'ai pas besoin de faire d'argent, je préfère bien évidemment 100 fois les relations que l'on crée en Europe et en France que celles que je crée aux États-Unis. Moi, ça fait 16 ans que je vis aux États-Unis et je dois avoir 2 potes américains. De vrais potes, quoi. Je connais plein d'Américains, mais je n'ai pas... Mais ce que nous, on dit être... c'est la définition qu'on a de l'amitié, ils ne la connaissent pas. Donc, on ne peut pas leur demander d'avoir la même. Mais sur la pure distrib de l'entrepreneur, Eh ben, sur les distributeurs d'entrepreneurs, le marché est tellement vaste aux États-Unis qu'il y a beaucoup moins ce problème de la distribution. oui, Et mais avec bon, le ils sont de plus- plus en plus à vendre des trucs ça, voilà. sur des solutions qui Oui, existaient. mais en fait, tu as le marché français, et notamment dans les startups, c'est très vrai. Tu as un marché qui sont les autres startups. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à Station F. Elles font du chiffre d'affaires avec les startups Ouais. qui est au bureau à côté, Ouais. quoi, en fait, quoi. Et donc, quand tu as fait ça, ben, après, il te reste à vendre à la Société Générale ou, tu vois, market. au très gros. Et donc, la marche, elle est colossale parce que c'est pas du tout le même truc. Aux États-Unis, tu as des marchés intermédiaires. Tu as des boîtes qui font quelques millions, tu as des boîtes qui font quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions, quelques milliards, quelques dizaines de milliards, quelques centaines de milliards. Donc, en fait, tu as un escalier comme ça, et qui est assez profond, tu vois, qui a suffisamment... Et donc, tu gravis, en fait, tu n'as pas une sorte de mur, de falaise devant toi. Donc, je pense que le go-to-market, on dit souvent, le marché est plus vaste. Mais c'est pas simplement ça, c'est que la voie d'ascension est plus facile. Il y a des escaliers. Je pense que le marché, il est bien évidemment plus grand, la montagne est plus grande, mais ils ont fabriqué les escaliers. Et nous, la montagne, elle est quand même pas dégueulasse. Tu vois, le Mont Blanc, c'est quand même assez haut. Mais il n'y a qu'une face nord. Il n'y a pas d'escalier. On n'a pas de voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est plus difficile. Donc, je pense que cette notion de distribution et de go-to-market, il n'est pas simple en France. Mais je pense que ce que l'AI va nous apporter, c'est qu'on va pouvoir, depuis la France, adresser des marchés adjacents ou des marchés internationaux. On n'a peut-être plus besoin, tu vois, d'être sur place, quoi, toi. L'Europe. Ouais, je pense que... alors, aux grandes dames, en fait, de plein de monde qui dit l'AI va venir uniformiser. Tu vois, c'est vrai dans certaines... toi, on écrit tous les mêmes posts LinkedIn, tu vois, machin. Il y a une forme d'uniformisation. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte de cette uniformisation et puis voilà, quoi. Il y a déjà des gens qui font écrire leurs trucs et qui rajoutent des fautes de demande à ChatGPT de rajouter volontairement des fautes d'orthographe pour faire croire que c'est pas écrit par l'AI. On est des animaux singuliers et on recherche la compétition. Donc, je pense pas que... Mais cette uniformisation, elle a aussi du bien parce que justement, cette particularité qu'on peut peut-être trouver dans certains pays d'Europe, elle va s'amenuiser. C'est-à-dire qu'on va un peu tous acheter la même chose et on va accepter peut-être d'acheter une solution d'un Portugais, d'un Allemand, d'un Italien, d'un Suédois, parce que de toute façon, finalement, le besoin, il est à peu près uniforme. Donc peut-être que c'est difficile le marché européen, il est compliqué. Donc je pense que l'AI va peut-être niveler en fait les choses, qui fait que le marché européen sera plus facile à adresser.
Donc, je sais pas, j'espère. Tu vois, j'essaye d'être optimiste. Hein. Tu vois, je suis pas là à dire venez tous aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un conseil que je ne donne jamais, quoi. Tu vois, je pense que voilà, non, je pense on a un marché qui est très captif. Et puis là, maintenant, en plus, voilà, il n'est plus, voilà, on peut parler de souveraineté sans être accusé de nationalisme. C'est nouveau ça. Voilà, c'est plus un discours du RN. Donc peut-être aussi que ça va créer plein d'opportunités pour que on ait nos propres solutions. Je pense que alors là, il y a beaucoup de boulot, quoi, en fait, parce que ça va prendre quand même beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question. Les gens pensent que c'est qu'une question de décision politique, mais non. Hein. On a 30 ans de retard. On va pas créer. Tu vois, on vient de remplacer Palantir par Chefvision. Je suis certain que Chefvision, c'est une super solution, mais je ne peux pas croire que Chefvision en soit au stade de Palantir. Ou alors, vraiment, on a affaire à des génies, et si c'est le cas... Non, mais ça va prendre du temps, en fait. Là, ça va une transition qui est en cours, mais au moins, c'est bien qu'il y ait eu cette décision-là, quand même. Parce que ça montre une volonté, Stéphane, tu vois. S'il n'y a pas d'attentat. Ouais. Non, mais Palantir est toujours utilisé. D'accord. C'est qu'en fait, il y a un... Enfin, c'est ça, il y a une Parce transition... qu'imagine demain, on passe à une solution maison, made in France, etc. Et que ça marche pas. Ça marche pas et on se tape un énorme problème de sécurité intérieure. C'est inadmissible. Ça serait une responsabilité politique grave. 100%. Et je pense que la solution, c'est de garder Palantir et de mettre Chefvision à côté. Exactement. Et de gérer cette transition et d'arrêter les discours souverainistes à la con en disant les Américains c'est méchant, etc. Attendez les gars, moi je veux bien, mais on a besoin encore du cloud américain, hein, parce que sinon, chez OVH, qui est une boîte que j'adore, il n'y a que 25 gigawatts de disponibles. Hein. C'est déjà pas mal, hein, c'est mieux de zéro. 25 gigawatts hein, à travers je sais pas combien de data centers, donc ça va pas nourrir toute la France. Tout le monde, Donc faut être smart. La créateur économie, la média-led compagnie, on en parle en France et c'est l'une des potentielles réponses aux enjeux de distribution. Qu'est-ce qui nous manque en France pour faire des modèles comme ceux-ci ? Je pense qu'on n'est pas mauvais en créateur économie en France. Ouais, mais sur l'utilisation du média et de la création de contenu comme une strate de go-to-market. Ouais. Comme ce que fait Finari. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui réfléchissent très sérieusement à ça. Hein. Mais est-ce que les US ils le font plus ou c'est une légende ? Bah si, les US ils ont compris que il faut raconter une histoire. Le produit il raconte pas une histoire, quoi, tu vois. Musk, les 2100 milliards de valorisation, c'est que du storytelling, on est d'accord. Bon, lui, c'est la bombe atomique, c'est-à-dire que le mec s'achète X, quoi, tu vois, pour raconter son histoire. Donc, c'est même pas qu'il est créateur de contenu, c'est qu'il achète le médium donc, pour raconter son histoire. Et il met dans l'algorithme le fait que tu le veuilles ou non, même si tu te désabonnes, tu liras ses tweets. Donc, tu fermes ta gueule, tu écoutes ce qu'on te dit, quoi, en fait. Donc, donc là, on est au summum du truc. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a un storytelling, il y a le fait de raconter quelque chose et d'embarquer. Je pense que les gens ont compris aux États-Unis que ce qui faisait que pour vendre, il fallait avoir une communauté de fans, quoi. Alors c'est intéressant parce que en fait il y a différentes. Alors, si tu me demandes ce que j'observe entre la différence entre l'Europe et les États-Unis. Et je sais, ça fait chier beaucoup de monde quand je le dis, mais on est un petit peu en retard quand même. Donc j'ai l'impression de venir un peu du futur. Il y a un changement dans la fabrication de communautés aux États-Unis. De communauté ou d'audience ? D'audience alors une audience, c'est, pour prendre une analogie, c'est une salle avec tous les fauteuils tournés vers quelqu'un, ok ?
Une communauté, c'est la même chose, mais tous les fauteuils sont ronds et tout le monde, tu vois, participe, se regarde et peut, voilà. Donc en tout cas la différence que je fais entre une audience et une communauté. Aussi. D'accord. Plutôt d'accord. Ok. On est d'accord là-dessus. En fait, voilà. Mais dans une communauté, toi en tant que créateur de communauté, ce qu'on voit beaucoup encore, et ce qui était le cas aux États-Unis il y a encore quelques années, c'est que tu construis ce cercle, mais toi tu es le centre. Du cercle. C'est-à-dire que tu te positionnes toi au centre. Anthony Bourbon, dans une certaine mesure Oussama, Éric Larchevêque peut-être, des choses comme ça. Donc et je pense que, et aux États-Unis, on a eu beaucoup ça à un moment, quoi, tu vois, avec des gens qui étaient au centre de la communauté. Mais il y a une autre façon que je vois en ce moment où en fait tu n'es pas le centre. Tu es le cercle. Donc en fait, ton job, c'est de déterminer le périmètre du cercle et d'être le proxy. C'est-à-dire que les gens viennent vers toi parce qu'ils t'aiment bien, et toi, tu es le videur. Tu es celui qui décide qui rentre ou qui sort de la communauté. Tu n'es pas au centre. Tu détermines, c'est un peu ce que vous faites vous avec les builders. C'est ce que fait Y Combinator très très bien. Il n'y a pas véritablement de star, tu vois, au centre. Dans les médias, celui qui fait ça plutôt bien, je trouve, c'est Hugo Décrypte. Tu vois, il n'est pas complètement au centre. À l'inverse d'un Guillaume Play qui est complètement au centre, tu vois, du truc, et qui fait un média qui est très incarné. Hugo Décrypte, c'est incarné, mais pas complètement, tu vois. Des fois, on n'entend que sa voix, on ne le voit pas. Bon, il a toujours son nom dans le truc de sa chaîne. C'est pour ça que moi, on m'avait dit il fallait faire mon channel qui s'appelle Carlos Diaz, et je voulais pas, quoi, tu vois, parce que je ne veux pas être le centre du truc. Et donc, je pense qu'il y a énormément de ce que j'observe aux États-Unis, et YC est un exemple de ça. Et on en parlait au tout début, c'est cette mafia. C'est-à-dire que s'il y a un cercle, on ne sait pas vraiment qui est le patron de la mafia. Tu vois, c'est assez nébuleux. Mais l'important, c'est d'être à l'intérieur de ce cercle-là. Et toi, ton boulot, c'est de déterminer, d'agir comme celui qui fait rentrer et sortir, et de déterminer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce cercle, mais sans te positionner au centre. Et ça, je pense que ça a beaucoup d'avenir. Et c'est une nouvelle façon de bâtir une communauté, avec un média qui aussi est différent de ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire, qui incarne aussi ce truc-là. 7 principes de la communauté. Ah. Tu connais le livre, non? Non. Mais c'est ce que tu dis. Ok. Ah bon. Bon, j'avais Je te recommande. le bouquin, alors. Les 7 principes de la communauté. Ouais. Ok. C'est intéressant. C'est assez proche des communautés de dev, en fait. C'est proche de l'open source, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et moi, je pense que la différence aussi entre une communauté et un réseau, parce qu'on pourrait considérer que ce que je suis en train de dire se rapproche aussi d'un réseau. Le réseau, c'est quelque chose où tu fais énormément d'efforts pour y rentrer, mais une fois que tu es rentré, tu n'en sors plus. La communauté est quelque chose qui est plutôt accessible, mais ta place à l'intérieur de la communauté est déterminée par ce que tu fais à l'intérieur. C'est plus vivant. Et pas par qui tu es, en fait. Donc, en gros, de la même façon que tu peux en rentrer, tu peux en être sorti. Donc, si tu es dans une communauté open source et que tu contribues jamais, bah, tu seras là, mais ta place dans la communauté, elle est pas grand-chose. Donc, il y a la notion de contribution. Donc, je pense qu'il y a des communautés comme ça à construire. Elles sont très intéressantes. Je pense que ce que vous faites va dans ce sens. Je pense qu'il y a un énorme trou depuis que The Family a disparu et qui a été remplacé par un truc institutionnel et chiant, quoi, tu vois. Il n'y a plus de pirates, quoi. Il y a à la limite des corsaires, mais la différence entre un pirate et un corsaire, c'est qu'ils travaillent pour la couronne, quoi, en fait, quoi, tu vois. Donc, tous les soi-disant corsaires travaillent pour la couronne. Donc, il n'y a plus de pirates, il n'y a plus de code de la piraterie, peut-être pour des bonnes raisons. Donc, il y a un trou béant. Et si je devais recréer The Family, ce qui n'est pas du tout mon projet, hein, mais si... Tu m'en parlerais déjà, j'espère. Je t'en parlerai déjà, bien évidemment. Ce qui était intéressant dans The Family, mais c'était une autre époque, c'était qu'il y avait un lieu. Eh ben moi, je ne referais pas un lieu. Ouais. Parce que je pense que le lieu, c'est le média. Je pense que l'endroit où ça se passe, c'est justement ce média.
Et tu peux recréer ce sentiment d'appartenance en créant du contenu où on reconnaît un lieu, etc. Mais tu n'as pas plus besoin d'être physiquement dans ce lieu. Ça veut pas dire que tu peux pas faire des événements, des choses comme ça. Ouais, le lieu est plus la pièce centrale. Et d'ailleurs, c'est souvent le lieu. Parce que je connais mal l'histoire. Enfin, si je la connais très bien, mais je n'ai pas envie d'en parler. Mais de The Family, mais j'ai l'impression que le lieu a plus été un handicap à un moment dans leur histoire qui a fini de les faire sombrer que. Parce que le lieu coûte de l'argent, quoi. Voilà. Ah oui. Et que produire du contenu aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher que de prendre un bail. Moi, je suis pas d'accord sur le côté physique et reniflage d'humain. Je pense que c'est ce qui fait, mais pour nous, mais de manière générale dans les boîtes. Ce que je recommande assez rapidement aux entrepreneurs qui démarrent, c'est d'aller boire le plus longtemps possible et souvent possible des bières avec 5, 6, 7 personnes, parce que ce truc-là, il est... Est-ce que tu es français? Quoi? Parce que tu es français. Peut-être. Mais c'est très bien, c'est super. Je pense qu'effectivement, tu as raison, mais ça peut être des événements. C'est pas forcément, tu vois, si c'est pour rester les uns à côté des autres, comme dans certains coworking space que je visite un peu à Paris, où j'ai pas l'impression qu'ils se parlent beaucoup, Je parle pas, Ouais. et qui profitent de la clim et de la machine à café, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si tu crées, en revanche, des événements, oui, ça, je suis d'accord. Mais les gens, ils ont besoin... tu vois, par exemple, Silicon Carnet, il y a une communauté, Hacienda, elle est très active, et je pense que l'épisode 2 fois par semaine est un rendez-vous de la communauté. Donc, ils ont l'impression de se retrouver. Et puis après, on a effectivement des événements in real life tous les mois. Et on a besoin de ça aussi. Mais je veux dire, investir dans un lieu, faire des locaux flambant neufs qui coûtent du pognon avec un loyer cher et des prestations super, parce que j'ai visité des lieux, waouh, quoi, tu vois. Je me dis, putain, ça va coûter une blinde. Bah, je mettrais cet argent, personnellement, je mettrais cet argent-là ailleurs. Je mettrais cet argent-là dans la production de contenu. Plus que dans la production. Mais je voyais une mode aussi à SF sur ça, où en fait, tu as beaucoup de gens qui se rencontrent par le virtuel, sur X, sur Discord, et qui ensuite, en fait, ça fait des mois, des années qu'ils discutent, et ensuite s'organisent des barbecues, des choses comme ça. Parce que je pense que l'événement physique enfin, la rencontre physique est importante et intéressante, mais en fait, c'est plus la base, c'est plutôt l'inverse, en fait. Et je pense qu'elle est surtout mathématiquement, enfin statistiquement, énergivore, dans le sens où un événement physique, il va falloir que tu passes un peu de temps avant de trouver une personne avec qui ça match, alors que si tu trouves d'abord des gens avec qui ça match puis que tu les vois après, c'est plus... Mais tu vois, c'est ça le sens du cercle. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, dans Silicon Carnet, ils se disent, j'apprécie... Moi, les gens qui rentrent dans l'Hacienda, c'est des gens qui écoutent Silicon Carnet depuis longtemps. D'ailleurs, les messages qu'ils m'envoient, parce que je les accueille individuellement sur WhatsApp, un par un. Donc, j'ai des messages, ils me parlent, et ils me disent tous, en grande partie, en grande majorité, ça fait longtemps que je t'écoute, et j'ai décidé de rentrer dans la communauté. Tu vois ? J'ai jamais un mec qui rentre dans la communauté par hasard, sous un coup de tête, sur un coup de tête, etc. Et donc, je pense que quand je te dis d'être le cercle, c'est d'être le proxy. C'est-à-dire, ok, ben, si tu m'écoutes depuis longtemps, et que tu sens l'envie de rentrer dans la communauté, c'est que certainement les autres qui sont dans le même cas que toi te ressemblent. Et donc, tu vas bien t'entendre et tu vas bien. Et après, ils organisent leurs propres événements sans moi. C'est pour ça que je dis, je suis vraiment pas au centre. Par exemple, à SF, il y a l'Hacienda, j'y vais jamais en plus, parce que moi, je suis pas du tout sportif. Il y a un groupe, ils courent ensemble tous les week-ends. Ils écoutent l'épisode. En fait, l'épisode sort le matin, le samedi. Celui du samedi, il sort à 8h30. Et ben, ils se réunissent et ils mettent des écouteurs et ils courent et ils écoutent l'épisode de Silicon Carnet pendant 1h30, et à la fin, ils vont boire un café et ils débriefent de l'épisode. J'y suis pas, moi, dans ce truc-là. Mais c'est ça leur truc, quoi, tu vois. Et donc, tu vois, moi, j'ai pas joué le centre, quoi, tu vois, mais je suis juste le proxy, quoi, tu vois, le prétexte, quoi, tu vois, pour que ça se passe. Donc, ça, je trouve ça intéressant de fabriquer, de faire en sorte de fabriquer des communautés comme ça. Là, il y a une communauté d'alcoolos qui s'est créée à Paris dans l'Hacienda. Ils ont fait le Sunset Drink une fois par mois. Je rigole, c'est pas des alcoolos. Mais ils sont d'ailleurs très branchés sur les cocktails et les bidules. Ils aiment bien les boire des coups. S'habituent, t'en fais partie. Et donc, ils se réunissent, ils choisissent un bar, il y a des cocktails, machin, et voilà.
Et tu confirmes, j'y suis pas. Non, clairement Et pas. ça se fait sans moi. Et c'est marrant, ils mettent sur la fiche, ils font des petites affiches, ils marquent événement non officiel. Et moi, je trouve ça génial. En fait. Et moi, je dis aux gens, j'ai dit, tu vois, fabriquer une communauté comme un cercle et pas toi au centre, je dis, bah voilà, vous avez une communauté, il se passe des choses. Putain, mais fabriquez du business à l'intérieur. Fabriquez du business. Faites du business entre vous, fabriquez des boîtes entre vous, vendez-vous des choses. Je vais pas demander, il me faut 15%. Tu vois, Ouais. Non, allez-y, quoi. C'est un. Donc, je pense que fabriquer des communautés comme ça, c'est, je pense, la nouvelle façon de aussi. faire. Je pense, ouais. J'ai une dernière question. J'ai beaucoup parlé. Avant que ça se C'est termine. insupportable. Je sais pas si les gens vont détester. Comment il s'appelle Benjamin Robin. Pas du tout. Il y a une lettre en commun, mais. Robin, ça va Tu tiens le coup Qui fait le montage en direct, Robin et, Bon. Ouais, il n'a pas été difficile, là, le montage, quoi, en fait, quoi, non Ça bouge pas. Ça bouge pas, quoi, en fait, c'est une horreur. Question pragmatique, on va diffuser l'épisode là sur YouTube. C'est quoi les 3 trucs que tu as appris qui comptent pour distribuer l'épisode? Toi, grand youtubeur, influenceur. Oula donc, je suis créateur. Robin m'a dit, il fallait dire créateur de contenu. Donc, je suis créateur de contenu. Moi, j'étais très fier de youtubeur. Bon, la Gen Z m'a dit non, c'est naze. Donc, j'ai cru qu'influenceur, mais en fait, Robin m'a dit créateur, donc je suis créateur. Non, 3 choses importantes. Je sais pas, il y a plein de choses importantes. En fait, c'est plein de petits trucs que j'apprends et que je continue à apprendre aujourd'hui. Mais il y a un truc important, c'est que tu vois, je buvais un café parce qu'en ce moment là, je suis à Paris avec un, je vais avoir de dire ça, mais avec quelqu'un de plus jeune que moi. Parce que j'allais dire avec un jeune, quoi, tu vois. Et il me disait, ouais, je fais du contenu, il est super talentueux, mais il me disait, ça marche pas, ça décolle pas, tu vois. Et je pense que je lui ai expliqué, il y a certains formats qui sont interdits à certaines personnes tant que tu n'as pas certains galons. C'est très difficile d'aller te mettre face caméra et de donner des conseils, des choses comme ça, si tu t'as pas vécu quelque chose toi-même. Puis ça sonne faux aussi. Ouais, et ça peut être très bien fait, et avec beaucoup en plus de sincérité, hein, c'est pas ça le truc. Je pense que quand tu débutes et que t'as peu de kilomètres au compteur, le bon format, c'est d'aller interviewer d'autres personnes. Tu vois ? Donc je crois qu'il y a des gens qui se trompent, il faut trouver son format. Il faut trouver le format qui correspond à qui tu es. Moi, et qui aussi correspond aussi à tes propres contraintes. Parce que moi, par exemple, le format du talk show en remote, 4 cases, je pense que c'est moi qui l'ai créé. Quoi. Tu vois, en France, il n'existait pas parce que je voyais tout le monde aller dans des studios, et tout ça. Parce que tout est concentré à Paris. Beaucoup en France. Donc voilà, et ça fait des bien meilleures images, hein, bien évidemment. Mais moi, étant à 10 000 km, et voilà, donc j'avais cette contrainte, et donc j'ai trouvé mon format comme ça, où c'est un zoom avec de la post-prod, quoi. En fait, quoi. En gros, c'est ça. Donc, trouver son format, c'est comprendre ses contraintes, comprendre qui on est, et ça, c'est vachement important, de penser bien son format. Ça se trouve, c'est du short, tu vois, sur Insta et sur TikTok, en Reels de 2 minutes ou 3 minutes, soit c'est de l'interview, soit c'est du talk show, soit c'est... Mais ça se réfléchit énormément. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Je te parlais de distrib, moi, particulièrement. C'est la consistance. Il faut produire. C'est accepter de devenir un hamster dans la roue. Et fabriquer, faire du contenu. Je le connais pas, mais Théo Lyon, je sais pas, toi tu le connais un peu. Bien sûr. Je trouve qu'il est très talentueux, mais je le vois faire des trucs et puis il supprime. Ouais. Je sais pas qu'il supprime, mais... Ouais, il y a des vidéos que je retrouve plus. Moi, je pense qu'il faut devenir une machine. Et ça, c'est dur parce que... souvent, notamment chez les générations plus jeunes, elles ont envie, il y a cette... instantanéité. Ouais, il faut que les choses arrivent vite. Ouais.
Mais c'est drôle parce qu'il y a, quand Il y a une j'ai de patience, ouais. quand j'essaie, moi je pense que j'ai trouvé mes formats sur LinkedIn et sur Instagram. Je sais pas si tu me suis sur Insta. Toi, j'adore, je te suis parce que j'adore tes contenus. Je trouve que ça te va super bien quand t'es dans la rue et que tu dis, tu vois, que tu fais le truc un peu what the fuck, quoi. Mais il y a je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre les qualités d'un entrepreneur et d'un bon créateur de contenu, qui est juste ce truc de déjà faire tous les jours, même que ça marche ou que ça marche pas, et recommencer encore et encore et encore. Et c'est salaud, mais c'est salaud comme en fait quand tu montes ta boîte, quoi. Et quand aussi comme t'es comme un artiste qui monte sur scène parce que t'es un peu à poil, donc ça demande. En fait, il faut beaucoup de confiance en soi. Donc il faut et pour avoir, parce que la confiance en soi, elle te permet de résister au ridicule. Mais la frontière avec l'ego démesuré et le connard est très faible. Donc comment est-ce que tu gardes en fait, il faut être dans une logique de se dire j'ai confiance, je sais que ce format il me correspond et que ce que je dis, je suis légitime et crédible dans ce que je dis, dans ce que je raconte. Après, j'essaye de le faire le mieux que je peux. Donc, si ça ne marche pas ou si on me critique, c'est pas mon problème. Et je vais continuer à le faire et je vais m'améliorer et itérer. Tu le fais pour toi aussi au final, en fait. Enfin, parce que ça te non, fait je pense plaisir. que tu le fais vraiment pour les autres. Ouais, je pense que la motivation d'un créateur de contenu, c'est la reconnaissance. Ok. T'es payé quand vu de toute façon, donc. Bah ouais, je pense que faites qu'ils m'aiment. C'est ça la baseline. C'est faites en sorte que les gens m'aiment. Et les gens qui disent le contraire, c'est du bullshit. Donc je pense que tu fais du contenu parce que tu es en recherche de reconnaissance. Alors est-ce que c'est peut-être que ton papa ou ta maman t'a pas dit assez je t'aime, ou autre chose, ou que tu as le sentiment d'une forme d'injustice, peu importe. Mais c'est clairement la reconnaissance. Ça peut pas être l'argent. L'argent est une conséquence. Et c'est pas le pouvoir, en fait. Mais ça peut le devenir. Tu commences à devenir... après, si tu réussis, tu commences à gagner de l'argent et tu as aussi du pouvoir. Dernier conseil et troisième, miniature ou titre, un truc un peu activable. T'as itéré, t'as fait 150 miniatures. Il faut trouver son style de minia. Mais parce que tu parles, ce truc-là, tu le montres aux gens qui te connaissent ou aux gens qui te connaissent pas? C'est-à-dire ta miniature. Pour moi, trouver son style, ça veut dire que des gens vont s'habituer au style et vont donc recliquer. Mais donc ça contredit. En fait, oui, ça contredit complètement le truc. C'est-à-dire que tu fais des minias en te disant que les gens qui ne te connaissent pas vont cliquer dessus. Et en fait, alors après c'est moi, hein, peut-être parce que j'ai une base de followers, il faut que les gens voient la minia, qu'en fait, ils se disent ah c'est lui. C'est lui. Ouais. Parce qu'il est plus facile de faire revenir quelqu'un que tu as séduit, enfin que tu as acquis, que d'essayer d'acquérir quelqu'un de neuf. Comme l'entrepreneuriat. Comme la vente, quoi. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut trouver son style de minia, et là aussi, stick to it, en fait, l'améliorer, le machin, mais faire en sorte qu'il soit très reconnaissable. Je vous faites l'exercice, allez sur Silicon Car, et on en change, mais là, t'as les 4 personnages du talk show qui sont là, la figure principale au milieu en noir et blanc et tout le décor en couleur. Donc on va parler d'Altman. Donc t'as moi toujours à gauche, mes invités, donc on est 4. Tu vas avoir Sam Altman au centre, mais il est en noir et blanc. Et le décor derrière Sam Altman est généralement couleur rouge parce que c'est les couleurs de Silicon Car. T'as trouvé ton format. Et donc ça. Et donc quand les gens, pourquoi ? Parce que sinon, tu es obligé de faire la différence sur le titre, sur le texte de la minia. C'est hyper dur, tu vois. Et ça veut pas dire qu'il faut pas travailler ça. Et si les gens, rien qu'en voyant la minia, ah putain, c'est le dernier épisode de Silicon Car, une sorte de réflexe, c'est gagné. Donc ça, il faut installer. Ça m'a pris du temps de trouver le format. J'ai essayé plein